Aujourd'hui, j'ai le teint blafard, une journée incroyable, une semaine encore pire. Mais on va quand même tourner. Et en avance pour dimanche. On va parler de Catherine Dufour. J'ai déjà parlé de Catherine Dufour, j'avais beaucoup aimé. Alors j'ai eu du mal à finir Le Goût de l'immortalité, j'essaierai de le reprendre. Peut-être que ça va mieux passer, mais j'avais beaucoup aimé sa fantaisie là, dans la ville. Oh ça y est, j'ai oublié le titre. En tout cas, je viens de lire, et notamment sur recommandation express de Book & Chill, qui a pas fait de vidéo dessus, mais qui me disait « Oh mais fonce, fonce, fonce !» Au bal des absents, c'est bien ça. Ouais, Au bal des absents. Jolie couverture. C'est encore le format broché. Ça m'arrive pas souvent d'acheter du broché. Hein, donc là, on est chez Seuil. 18 €, facile à lire. Ça m'a pris pas une nuit, mais je me suis couchée à 2h30. Et c'était pas une bonne idée. Puis le réveil a été rude. Mais ça a été lu d'une traite, une soirée. Boum! Alors ça, les calculs montrent que quand même, apparemment, c'est le jeu vidéo qui est le plus rentable en rapport investissement-temps. La littérature, c'est vrai que c'est cher. Bon, après, il y a plein de moyens de lire des livres qu'on n'achète pas. Donc, en tout cas, celui-là, moi, je l'avais acheté, commandé. On sait qu'on est en crise mondiale du papier en ce moment. Donc, il a mis du temps à arriver. Puis, je l'ai eu. Et puis, voilà. Puis, je suis allée le chercher samedi. Vendredi. Et c'était cool. C'était cool. Ça m'a pas mal plu pour pas mal de raisons. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Il n'y a pas de traduction parce que c'est écrit en français. C'est récent. Le 2020, voilà, c'est super récent. Alexandre qui se souviendra, très jolie dédicace. Et ça raconte l'histoire de Claude qui venait d'avoir 40 ans. C'est vraiment le début. Bon, on va peut-être lire le début, comme ça je vais pouvoir le donner quelques petits éléments. Claude venait d'avoir 40 ans. Après avoir longtemps travaillé comme opératrice de saisie sur Paris, elle avait papillonné dans un marché du travail défleuri par le numérique, en vain. Pôle emploi l'avait soutenue un moment, toujours en vain. Elle avait pourtant soigneusement suivi toutes les formations proposées, tous les ateliers, et même un séminaire de 4 jours animé par une certaine madame Colombe-Flanche-Riant et intitulé « Les principes du lobbying, du mentorat et de la cohérence cardiaque pour faire redécoller sa carrière ». Claude avait abouti au RSA. Le loyer de son studio d'Issy-les-Moulineaux était désormais hors de sa portée, il fallait qu'elle s'en aille. La destination lui importait peu. Les liens affectifs dont elle disposait étaient du genre à tolérer la distance, quelques anciennes collègues avec lesquelles elle échangeait des chats sur Facebook, et une nichée de cousins-cousines éparpillés autour de Vitry-le-François. Elle n'avait pas d'autres relations, et surtout pas sexuelles. De plus, suite à un épisode pénible, elle s'était fait ligaturer les trompes. Pour finir, elle est allergique aux poils de chat. Tout cela, bien qu'assez mélancolique, la laissait libre de toute attache, du moins, elle tâchait de le voir comme ça. Donc on comprend que c'est la merde pour Claude, et on est dans tous les clichés de c'est la merde. Mais alors quand je vais dire cliché, on est dans ce qu'on se représente aujourd'hui comme une vie de merde, difficile, donc fin de droit, elle doit quitter donc son studio, ce qui montre que c'était quand même pas fifou avant, l'amour absolu c'est raté, la procréation ça va pas le faire, la famille n'est pas un recours, et les amis servent à échanger des chats sur Facebook. Bon, maintenant quand je relis Linkipid, je vois tous les fils qui sont en place dès le début. Et il y a quelque chose qui est quand même très fort chez Catherine Dufour, et je pense que si je relisais l'autre... Je trouve que je l'ai mis de par là, j'ai mis Aniphasie. Oh, le titre me revient pas. Sur cette romance qui m'a beaucoup plu. Mais là, on n'aura pas de romance. C'est complètement désamorcé d'emblée, neutralisé. Pas de romance, et quand je dis neutralisé, elle s'appelle Claude. Donc on a en plus un prénom épicène, et bien en fait c'est pas si courant que ça de lire l'histoire d'une nana sans histoire sentimentale du tout. Et même sans retour d'ex en fait. Ça fait du bien. C'est pas non plus un roman lesbien, hein, c'est pas un roman sans homme, c'est un roman sans sentimentalisme. Le ton, alors j'ai dit des clichés, mais c'est pas non plus des clichés qui sont... des stéréotypes fâcheux qui vont ennuyer. Alors l'écriture de Catherine Dufour, elle m'avait semblé assez précieuse dans Le Goût de l'immortalité, mais je vais le reprendre. Elle est globalement assez légère, on a moins des effets qu'il y avait pu, j'avais vu ça dans certaines critiques sur Babelio par exemple, ce genre de site, il y avait des effets d'humour qui avaient pu agacer certains lecteurs, si je me souviens bien. Mais là on va avoir une écriture aussi, bon, avec des moments un peu de drôlerie, mais globalement plus lisse,
Parce que bah, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Donc on n'a pas tout ce truc de romance qui fait qu'on va pouvoir jouer à faire la midinette. Là, on n'y est pas. Que va-t-il se passer pour Claude? Bah, elle doit quitter son studio. Elle a déjà fait ce qu'elle a pu pour bah, reculer et préparer ce départ. Elle a vendu ses affaires sur eBay. Enfin. Et on est dans une espèce comme ça de plonger dans une vie, je sais pas, j'allais dire moderne, mais peut-être dans une vie post-moderne parce qu'on a pas mal d'allusions. On va avoir. En fait, là, pas mal des éléments vont revenir. Il y a un moment où je vais vraiment divulgacher pour expliquer en quoi cette Tinky fonctionne bien, mais aussi lire, je pense, un autre extrait. Et en fait, elle va recevoir un message sur LinkedIn. Donc voilà, là on est vraiment dans les trucs concrets. Puis alors moi, LinkedIn, c'est mon cauchemar. Ah, je vais peut-être mettre un trigger warning rapide. Je comprends pas comment le type qui m'a violée en Allemagne a été capable, après avoir été convoqué chez les flics et tout, de m'inviter sur LinkedIn 1 ou 2 ans après. Donc je ne fous plus les pieds sur LinkedIn. Déjà que c'était un truc que je détestais, mais alors avec ça... Donc j'ai pas touché à mon LinkedIn depuis 7 ans. L'impunité, l'impunité. Et sur LinkedIn, elle reçoit un mail en anglais qui lui demande d'aller enquêter sur une famille, les trucs, je crois. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est une famille d'Américains qui a disparu dans un bled, en gros. Moi, je suis nulle pour retenir les noms. Ah, je vais retrouver le nom. Grues, les grues. Pas les trucs. Les grues. Et famille avec quand même, je crois, 3 enfants, comme ça, tout le monde a disparu. Et elle dit ok, mais enfin, c'est vraiment un truc qui ressemble à du hameçonnage, à une arnaque. Sauf qu'elle reçoit un virement. Elle envoie son RIB, elle reçoit un virement, elle a besoin de cet argent. Et elle n'a pas tellement d'endroits où aller, donc elle va s'installer dans cette maison. D'où ils ont disparu. Et où tout, évidemment, est bizarre. Et ça se cache pas trop. Et elle s'en rend compte d'emblée, c'est bizarre, et c'est évidemment une maison hantée. Mais Claude est une jeune femme moderne. Enfin, oui, 40 ans, c'est une jeune femme moderne. Qui va pas se laisser aller, ou abattre, ou hanter, comme ça. Et donc, c'est vraiment une espèce de fantastique un peu burlesque, mais il y a quand même des moments où ça attrape. Peut-être que je suis influençable, hein. Et donc, elle va chercher comment on fait pour se débarrasser de fantômes aujourd'hui. Donc elle va sur Wikio, elle va à la médiathèque, et ça tombe bien. Ouais. Alors en fait, il y a 2 choses qui s'entrelacent en permanence au bal des absents et qui m'ont beaucoup plu. Toute cette question de hantise de la maison hantée, de pourquoi elle est hantée, comment se débarrasser des fantômes. Donc là, le Ghostbuster, quoi. Et en même temps, il y a une autre dimension, j'ai même pas envie de dire un autre fil, parce que les deux sont toujours très présents, et ils vont finir complètement liés. La question finale est, elle est en fin de droit, comment survivre? Et en fait, c'est là où on se retrouve dans une espèce de survival horror réaliste, et ça, j'ai vraiment trouvé ça ultra cool, parce que Claude, il faut qu'elle survive, en n'ayant pas de thunes, en ne pouvant pas acheter d'affaires, en ne pouvant faire confiance à personne, en ne connaissant personne, d'où la médiathèque, enfin en n'ayant donc aucun moyen, pas les moyens, et donc tout est un problème. La lessive est un problème. Elle n'arrive pas à dormir dans la maison parce que la maison est fortement hantée. Donc elle vient d'acheter une voiture pour rejoindre cette maison, et en fait elle dort dans sa voiture, très concrètement. Elle dort dans sa voiture, elle a froid, elle est trempée, il faut qu'elle trouve un petit job à côté, donc elle devient saisonnière, enfin... Et donc voilà, la fatigue du corps est bien présente, la fatigue, le froid, la faim, comment elle mange, ses règles s'arrêtent. Et là, parce que concrètement, elle mange des baguettes et du jambon. Donc elle est carencée. Et elle va de plus en plus mal, au point qu'à un moment, elle se demande si cette hantise est liée à son état ou pas. Ça, c'est une question qui aurait été, comme on dit, proprement fantastique, mais qui est pas du tout le cœur du livre. En fait, c'est quoi raconter une histoire de hantise aujourd'hui avec comme obstacle la grande précarité. Alors, petite remarque, elle est précaire et pauvre, la précarité c'est l'instabilité, et en plus elle est pauvre. Et donc, il y a un côté très jeu vidéo. Elle va avoir tel et tels outils, elle peut faire comme ça, elle peut remplacer... acheter du gros sel, ça va. Mais pour le coup, elle achète vraiment des gros sacs de gros sel.
pour en mettre dans ses affaires. Il faut qu'elle s'appuie donc sur des indices. Et tout ça, ça va amener une ambiance qui est pas juste horrifique, qui est pas du tout gothique. En fait, c'est pas du tout du roman gothique, mais c'est une maison qui est assez gothique, habitée par une meuf au RSA qui essaie de se débattre et qui, en fait, n'a pas le choix et doit poursuivre cette enquête, ne serait-ce que parce que elle n'a pas de toit et elle veut récupérer la maison parce qu'elle a besoin de récupérer cette maison, parce qu'elle n'a pas de toit. Et donc ça va donner un enjeu hyper existentiel, mais là de l'existence pas métaphysique, quoi, de l'existence concrète, désolé pour les casques. Et mais vous m'écoutez pas au casque, vous faites la vaisselle, ça sert à ça, un grain de lettres. Et ça m'a énormément plu, avec tout ce côté un peu jeu vidéo de j'ai mes cartouches, mon piolet, mon machin, etc., quels sont mes outils. Sauf que dans un jeu vidéo, bon, on va gérer la barre de survie, des trucs comme ça. Je suis nulle pour ces trucs-là, hein. Je sais que ça existe, quoi. Mais elle... Ah, là, c'est raconté. Alors, c'est écrit en troisième personne, avec une focalisation interne très nette. On n'a pas de focalisation interne, donc on n'entre pas dans les pensées des autres personnages. Ce qui permet... alors, on n'a pas le jeu avec le monologue intérieur qui... j'allais dire qu'il peut avoir une certaine lourdeur. Ça dépend. Évidemment que non. Il y a plein de récits à la première personne que j'adore, mais qui peut avoir une dimension très littéraire. Là, c'est de la troisième personne classique, on est sur de la narration, des effets classiques. Ça peut, je pense, sembler vulgaire, quotidien ou familier, notamment parce que il peut y avoir des moments de blague dans les réflexions que se fait Claude elle-même. Mais en fait, cette dimension peut-être vulgaire ou familière, elle est partie prenante de ce réalisme. Donc on n'a pas un fantastique dans lequel on a... on a un vrai fantastique dans le sens où il y a une interrogation des explications, la recherche des explications, le doute, voilà, là, quoi. Mais en fait, ça, c'est pas du tout développé, la question sur le doute, parce que le doute, il est très vite levé. Ce n'est pas sur une question épistémologique, voilà, sur le statut, par exemple, des apparitions, ce genre de choses que se situe l'interrogation, mais vraiment sur... comment on fait un exorcisme moderne quand on dit meuf au RSA qui n'a pas le choix. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et pour le coup, ça marche très bien. Et je voulais lire... je sais pas si je vais le retrouver. Ah ouais, et puis alors, avec des éléments corporels, elle a tout le temps la chiasse. Oui, elle vit super mal, elle mange mal, elle a froid et elle a peur. Évidemment qu'elle a la chiasse. Enfin, je veux dire, on peut l'avoir pour moins que ça. Je suis début du chapitre 17, 86. Roulé en boule au fond de sa voiture qu'une pluie battante transformait en tambour, Claude berçait son ventre. Les toilettes de la Paillote, donc là c'est un hôtel quoi, avaient recueilli la fin de la crise, aussi espérait-elle, ou c'est un bar, aussi espérait-elle passer la nuit sans avoir à se mettre les fesses à l'air au-dessus du caniveau. Elle avait tout prévu, tout imaginé, tout craint, la possession, la pendaison, la défenestration, le viol par un cadavre putréfié, errer 1000 ans dans des ruines, mais certainement pas ça, crever d'une colique dans le ruisseau sous l'averse par une nuit de novembre. Elle en grinçait des dents en soufflant par le nez. Tu me le paieras, je te ferai manger tes pierres un moellon après l'autre, et pas par le bon bout. Et hop, ça continue. Et après, elle va reprendre ses ressources, etc. Non, mais c'est ça, voilà. Donc ça peut sembler vulgaire. Moi, je dirais c'est réaliste. Là, c'est du vrai réalisme. Et là, j'ai relu un Zola hier. Ouais, hier. Le rêve. J'avais oublié, je vais pas oublier Zola, mais j'en ai pas lu depuis très longtemps. Depuis la grecque, j'ai quand même lu Nana à la grecque. Mais la grandiloquence de Zola, enfin c'est... Moi ça m'a fait rire, mais je pense que c'était pas le but. Vous me direz dans les commentaires, hein, est-ce que le rêve ça vous a fait rire? Est-ce que le rire ça vous fait rêver? Et là, il y a... Alors, c'était... Alors, où est-ce que c'était? Alors, par contre, pour le coup, j'ai un peu oublié l'ordre. Et puis, les chapitres n'ont pas de titre. C'est plutôt après. Il y a un moment, alors bon, elle a des ennemis. Elle sait pas qui est qui. Donc, pour ça, je vais pas du tout spoiler, divulgacher. Mais, il y a quand même de l'aventure, quoi. Ouais, c'est par là. Ouais, lui, je pense que je vais le lire...
Ouais, en entier, celui-là. Le 23. Donc son ennemi, voilà, vient de l'assommer. Et juste avant d'être assommée, elle se rappelle qu'elle n'a pas donné son numéro de téléphone. Enfin, elle est inquiète. Voilà. Et boum, on arrive. Un vrai cliffhanger. Donc avec le début d'une douleur atroce et le noir complet. Choc abominable. Qu'est-ce qui se passe? On passe au chapitre 23. Je suis page 113. Oh, un peu de tisane. Ce fut son bonnet renforcé qui sauva Claude. Elle s'éveilla en train de basculer comme un paquet le long d'une paroi. Le plus terrifiant des réveils. Son corps eut l'intelligence d'atterrir presque face contre terre. Elle lui donna l'ordre de ne plus bouger tandis que des chocs froids et mous répétés lui atteignaient l'épaule, le genou, la fesse, le mollet et la joue. Perdue dans un brouillard de migraine, elle mit du temps à comprendre. C'est quand même joli un brouillard de migraine. Il y a plein de belles formules. Quand je dis qu'il peut y avoir des moments vulgaires, c'est moi qui dis la chiasse, c'est pas Catherine Dufour. Mais c'est pas fleuri ou baroque. Voilà. C'est-à-dire que les belles formules, elles sont vraiment intégrées. Et des fois, on se dit, de la terre, donc perdue dans un brouillard de migraine, elle mit du temps à comprendre. De la terre, c'est de la terre qu'on jette sur moi. On m'enterre vivante. Par chance, une de ses mains était proche de son visage. Elle n'eut qu'à l'attendre pour protéger sa bouche et son nez. La terre tombait toujours en grosses mottes lourdes et glacées. Claude avait appris 2 ou 3 choses chez Ben, et d'abord que la terre est pleine d'air, sauf quand elle est pleine d'eau, tant qu'on ne la tasse pas. Par chance, il ne pleuvait pas. Agitant les doigts, soulevant les fesses, Claude se ménagea une bulle d'oxygène et se força à respirer lentement. Ça, elle savait faire. Ça, et patienter des heures en laissant sa pensée couler, former flaque et croupir. Comme quoi, Pôle emploi, c'est formateur. La terre s'alourdissait sur elle. Elle n'entendait presque plus le bruit de l'appel, l'obscurité s'était faite totale. De temps en temps, un de ses membres paniquait. « N'essaie pas de remuer, n'essaie pas, ça ne sert à rien. Tu te souviens des jours de grève dans le 83 ? Voilà, pareil. » Oui, attendre, elle savait faire. Quand ça devint trop dur, elle commença à imaginer ce qu'elle infligerait à Talbin quand elle sortirait de là. « Je lui ferai avaler mon pot d'échappement et par le mauvais bout. Mais qui lui a donné mon numéro et pourquoi me fait-il ça et pourquoi maintenant ? La pelleteuse, Newland, c'est Newland qui l'a prévenu. » De ce moment, les révélations commencèrent à lui tomber dessus, aussi drues et lourdes que la terre. Ou peut-être que c'est Talbin lui-même qui signe Newland. Je veux dire, rien n'empêche un garagiste de parler anglais. Alors c'est lui qui a fait disparaître les voitures des grues. Mais oui, une aubaine cette colombe, elle lui livre des véhicules que les propriétaires ne soupçonnaient pas de réclamer, mais son cerveau patinait, comme quand elle essayait de démêler une pelote de laine. Mais qui m'a parlé des voitures de grue la première fois? Alors je vais sauter quand même des passages parce que là je spoil tout. Le temps, alors donc je saute tout le paragraphe de pensée intérieure, réflexion. Le temps s'écoulait pesamment, et Claude, allongé sous 1 mètre et plus de terre, le nez toujours calé sous sa main, songeait interminablement. Ayant mis à nu les misères du néant de Montigny et ses alentours, elle tâcha de se concentrer sur du concret. Un à un, elle évalua les bibelots qu'elle avait aperçus chez Tante Colline. Il y avait beaucoup de vieux livres, mais ça faisait des frais de port. Les petites peintures encadrées d'or accrochées au lambris du salon partiraient mieux sûrement. Il lui semblait avoir vu un miroir de sorcière dans le bureau, un miroir rond et bombé, c'est du pain béni sur eBay. La terre pesait maintenant comme une dalle de béton sur tout son corps. Claude évalua la profondeur de la fosse. 1,50 m, moi ? Pas plus. Elle se mit à réciter en boucle toutes les prières et tous les exorcismes. Patience, patience, Sainte Anne, priez pour moi. Saint Barnabé, priez pour moi. Sainte Claude, priez pour moi. À Sainte Zaza, elle décida de bouger. Ça ne sert à rien de pousser. Claude avait appris que la terre est à la fois lourde et friable. Elle se comportait un peu comme un fluide et filait entre les doigts quand on ne la contrariait pas. Ce qu'il fallait, c'était mouliner, émietter la terre et la laisser glisser. Ce qui donnait une technique simple, agiter les doigts pour faire tomber la terre du dessus au dessous et tasser pour garder une poche d'air. Si je sors la tête, le reste suivra. Claude moulina donc, les yeux absolument fermés, attentive uniquement à sa respiration. Elle grattait au ras de sa joue, de sa tempe, de son front. Dans sa tête, elle se mit à chanter tout ce qu'elle put trouver. Les petits bateaux, alors on danse, Call Me Maybe en yaourt. La bonne du curé, Glory Alléluia, la complainte de la butte, ne m'appelait plus jamais France. Sa mère l'adorait, celle-là. Et elle grattait, gardant le visage vers le bas pour que la terre ne remplisse pas son nez. Elle tassait ce qui tombait sous sa bouche. C'était un travail de fourmi. Mais ça avance, pas de souci. Pas pire que d'attendre des nouvelles de la radiation de Pôle emploi. Pas pire.
centimètre par centimètre, moulinant aussi des épaules et du torse. Claude se relevait. Elle se trouva à demi couchée, puis presque assise. La terre était encore très meuble. « Je fais des bêtises à l'église, je peux point m'en empêcher, Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Avez-vous mis à jour votre PPAE ?» La tête toujours inclinée, Claude se mit à gratter vers le haut. Un nouveau motif de radiation, le refus d'élaborer ou d'actualiser son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Elle ne sentait plus ses doigts, elle ne sentait plus son corps, elle ne sentait que le froid, le poids de la terre, celui du noir. Les escaliers de la butte sont durs, ô miséreux. La terre ruisselait maintenant le long de ses deux joues, se glissait dans son col, descendait le long de son dos. Elle grattait toujours, presque frénétiquement. Elle étouffait. Du calme, c'est tout près. C'est bientôt, mais pas si tu t'évanouis. Votre projet personnalisé d'accès à l'emploi définit la nature et les caractéristiques du poste recherché. Elle se calma, respira à fond le peu d'air dont elle disposait, épais et mouillé. Sa nuque la lançait affreusement, comme un cœur battant douloureusement jusqu'entre ses dents serrées, mais elle grattait toujours. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus, eh ben, il y en a encore, alors on danse. Mais là, je n'ai pas du tout fait l'air. C'est là qu'on voit que je chante mal. On l'avait vu avant. Claude manœuvra longuement pour récupérer sa deuxième main, qui lui semblait très loin d'elle. C'était comme être plongée dans un miel très très épais. C'était comme... Puis elle moulina de tout ce qui pouvait mouliner. Des pieds et des genoux, des fesses et des épaules. Mouliner, lever, attendre que la terre tombe en dessous, laisser retomber pour tasser, et recommencer. Mouliner, lever. Ce fut la deuxième main, probablement moins fatiguée, qui sentit l'air libre. Elle tâtonna et commença à racler la surface pour dégager le haut de la tête. Il fallut à Claude un temps qui lui parut infini pour s'extraire. La terre, avide, collante, ne voulait pas la laisser échapper et faisait ventouse. Enfin, la deuxième main toucha le haut des cheveux, la première main la rejoignit, les épaules s'agitèrent, les jambes poussèrent malgré les ordres. « Mouline des hanches, des hanches !» Claude, dans un éboulis visqueux, put prendre une énorme bouffée d'air frais. Elle toussa, cracha et ouvrit les yeux. Il faisait encore jour, mais à peine. Et donc après, ça continue. Plein de trucs à dire. D'abord, moi là, que j'ai vu une scène, il y en a d'autres, hein, mais je pensais vraiment à la scène de Kill Bill, quand justement le personnage joué par Uma Thurman est enterrée vivante et qu'elle sort. Bon, il y a un truc qui change, c'est le cercueil, que n'a pas Claude, et j'ai vraiment l'impression que c'est une réécriture de cette scène qui est archi badass dans Kill Bill. Mais Kill Bill, c'est un film sur l'empowerment, l'air de rien. Un empowerment qui se brise devant la famille à la fin, on pourra reparler de Kill Bill. C'est vraiment un film que j'adore, mais alors je dirais pas qu'il est sans contradiction. Premier point. À ceci s'ajoute, hein. Donc on va avoir, on se souvient comment elle tape, mais de quoi se souvient-elle dans Kill Bill? Elle se souvient des leçons d'arts martiaux. Et sa main, elle va être dure, et ça va être quelque chose qui va heurter, et ensuite elle remonte, mais le passage dans la terre, en fait, on ne l'a pas. Et c'est aussi un tournant hein, dans Kill Bill, mais elle est déjà guerrière avant, et elle est encore plus guerrière après. Dans Au bal des absents, c'est aussi un événement central, c'est-à-dire littéralement placé au centre du roman, et elle va également ressortir plus badass. Je rappelle, badass, ça veut dire avec de la classe, guerrière, enfin, on sent qu'elle va se battre, quoi. Mais cette badasserie, comme dans Kill Bill, elle va se faire grâce à l'acquisition des compétences anciennes, les compétences qui en fait ne pouvaient pas être vues comme des compétences. Alors que quand Uma Thurman elle passe ses 2 ans dans son monastère au fin fond du Tibet, ou de la Chine, je sais plus où c'est, il est évident qu'elle a des compétences absolument hors normes, extraordinaires, et que c'est ce qui fait d'elle une arme de destruction massive, quoi. C'est trop bon. Là, la compétence, c'est ce qui justement est censé détruire. Et qui est programmé quand même pour détruire. La fin de droit, Pôle emploi, la soumission à la programmation du chômage. Et je vous rappelle que la réforme du chômage qui est passée, elle est hallucinamment cruelle. On a un degré de cruauté qui fait que dans les pôles emploi, ils ont recruté des vigiles pour se protéger. Ça fait de la job. Si à Pôle emploi recrute des vigiles, c'est que des vies sont brisées. Et donc c'est là où je trouve que Catherine Dufour,
elle a l'air de faire un petit roman comme ça, l'air de rien, et c'est ultra subtil. Parce que c'est donc ce qui est emblématique du monde moderne, et de sa cruauté, ou postmoderne, et de sa en tout cas actuelle, et de sa cruauté, et qui est censé amener le plus au fond du gouffre, qui va justement être récupéré dans ce moment, bon, qui est une catabase, c'est une descente aux enfers avec remontée, la base, mais qui va permettre un nouvel élan. Effectivement, le rapport de force va changer dans le roman, mais avec quelque chose qui ne se fait pas dans le combat dur, dans l'âpreté. Voilà, quand elle tape le cercueil et qu'elle détruit le bois, là, on est dans le visqueux et l'étouffant. Et dans ce qui va enserrer, et j'ai envie de dire, dans ce qui opprime et oppresse dans le même temps. Et ça, c'est ultra fort. Et c'est le moment où vraiment se fait le lien, et attention, là, c'est clair que je vais divulgacher, entre des éléments qui étaient présents donc, dès le début, à savoir donc, sa situation en fin de droit et la maison, non pas uniquement parce que c'est parce qu'elle est en fin de droit au RSA dans la dèche à Londres et à Paris, qu'elle doit, et c'est les Moulineaux, qu'elle doit absolument récupérer cette maison hantée, mais qui fait qu'elle a appris de cette galère elle-même. Et qu'elle a appris de la dèche, non pas en voyou à la Dickens ou à la Orwell, mais en tant que nana de 40 ans qui est censée avoir une vie pourrie et qui va réussir à faire quelque chose. Et là, ça marche ultra bien. On va reprendre une keep-it. Comme ça, on va mieux comprendre. Donc, là, on voit Pôle emploi. Boum, on voit que ça va être important. Et c'est quelque chose qui va revenir. Et elle va finir par s'auto-embaucher dans la maison. Et ça, c'est aussi un truc qui est ultra fort. Reprendre le système et le détourner. Et ça permet aussi de détourner ceux qui auront été ses ennemis. Madame Colombe-Flanche-Riant, c'est quelqu'un flanche-riant. Toute la cruauté. Dans l'onomastique, c'est la science des noms. Flanche-Riant, ça donne vraiment l'impression que quand elle voit flancher, elle rit. Et c'est d'ailleurs ce qui est montré dans la narration des espèces de formations Pôle emploi. Et cette cruauté, elle n'est pas oubliée. Et elle va elle-même alimenter la rage de vivre de Claude. Mais une rage de vivre qui ne se transforme pas en une badasserie monstrueuse. C'est encore autre chose qui va se produire. Et donc voilà, Pôle emploi va venir. Plein d'éléments sont annoncés aussi, donc divulgachage total. Les anciennes collègues, elles vont revenir à la fin du roman, une en tout cas. Et en plus, les chats sur Facebook, c'est quelque chose qui va émailler de temps en temps et permettre de faire illusion d'un côté, mais en plus des espèces de respiration. C'est un peu comme si elle nous envoyait des gifs, en fait. C'est super cool. Et bon, l'absence de relations, surtout pas sexuelles, ça aussi, ça va revenir. Et l'allergie aux poils de chat, oui, plus ou moins. Mais ce qui fait qu'en fait, ça peut même pas être une fille à chat. Libre de toute attache, ça c'est une façon de dire seule, mais en positif. Et ça se retourne. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire de cette maison hantée qui s'appelle Tante Colline? Divulgachage total, c'est la fin. Elle va finir, suite à un message reçu, par en faire un lieu d'accueil, d'abord pour elle, où elle d'abord cohabite avec les fantômes. Elle se débarrasse des plus dangereux. Et d'ailleurs, ces fantômes, oui, voilà, ça c'est important, elle les appelle, elle les désigne par le nom donc de Colombe-Flanche-Riant. Comme si Pôle emploi et les fantômes et la hantise de cette maison étaient une seule et même chose. Et en fait, oui, ils sont bien une seule et même chose, qui pousse à bout. Et elle en vient justement à bout par du sabotage et en détournant. Ça m'a vachement plu. Donc ce qui a l'air à un moment d'un délire finit par se rejoindre. Et ça va aussi amener quelque chose qui va, par moment, pas toujours, mais atténuer l'horrifique. Elle finit par accueillir un de ses collègues qui se retrouve en grande difficulté et dont Claude comprend qu'elle est dans une impasse dans son couple et même qu'elle est franchement battue. Et donc elle arrive à la faire fuir et à la recueillir dans la maison. Et la maison va progressivement devenir un refuge pour femmes battues. Et là, en fait, c'est là où je trouve formidable ces annonces d'une solitude qui va
à la fin du roman, construire une espèce de solidarité féminine en dégageant les vieux fantômes et en apprivoisant, ça c'est un peu comme dans Shaun of the Dead, hein, avec le zombie apprivoisé, mais en apprivoisant un de ces fantômes monstres qui est un peu genre le cœur de la maison, et qui se charge de zigouiller les bons hommes récalcitrants. Parce qu'il faut bien le nourrir, la pauvre bête. Mais donc ça fait que la sauvagerie, elle est apprivoisée, gardée dans un cachot, utile, contre les néfastes, et dans le même temps protectrice. Mais qu'il n'y a pas le bain de sang de Kill Bill, par exemple. Et il n'y a pas de vengeance. Elle va pas aller les chercher chez eux. Et là, j'ai trouvé que ça amenait quelque chose, bon, du point de vue féministe, hein, d'ultra intéressant sur la fin, et qui lie, capitalisme tardif, mais où les petits chats, ils finissent en gardant le lien par donner, par préparer une véritable solidarité et des liens donc d'amitié entraînante. Et donc des petits chats, cette amitié entraînante, et en même temps, voilà, on est sur le fantastique 19e, l'entremêlement des époques ou des choses comme ça, donc tout ce qui va relever de la hantise. Puis alors là, j'ai plein de livres de fantômes qui sont arrivés, je suis ravie. Ça va se poursuivre comme ça par une espèce de mise en parallèle et puis de fusion entre la vie moderne et le patriarcat, qui était moins présent dans le reste du livre. Et la dimension, j'ai envie de dire, mais tellement bêtement violente, et en même temps dont il est si difficile de s'échapper. Et la problématique du logement, c'est bien la première problématique des mères célibataires. Donc ça m'a beaucoup plu pour toutes ces raisons. J'espère que c'est quand même assez clair. Voilà, alors on n'est pas sur un roman 216 pages, 217 pages. Ça peut se lire vite, c'est très agréable de lire un roman vite, et il est beaucoup, beaucoup plus malin que l'impression qu'il peut donner, beaucoup plus subtil et jusque dans le style. Voilà. Avec des choses qui sont assez mêlées. Je me demande vraiment comment ça va vieillir, parce qu'il y a plein de phénomènes d'actualité, et dans le même temps, je vais dire très vulgairement, je m'en fous parce que c'est maintenant que je lis, et ça m'a vraiment plu. Je vous dis à bientôt.